Je suis Paul-André Linteau et j'ai été pendant 48 ans professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Je suis maintenant à la retraite de l'université, mais on m'a accordé le titre de professeur émérite, qui, contrairement à la France, ici, c'est titre à vie qui nous est accordé, un très petit nombre de professeurs. C'est une reconnaissance, alors qu'en France, c'est plutôt comme un stade intermédiaire entre la retraite et puis la vraie retraite 3 ou 4 ans après. Là. Donc, ça n'a pas la même signification, professeur émérite, en Amérique du Nord et en France. Là. Donc, je reste toujours actif avec une équipe de recherche et je continue. Je ne fais plus d'enseignement, mais je continue à faire de la recherche, de l'écriture. Je travaille beaucoup avec des musées d'histoire aussi, à la réalisation d'expositions. Mes orientations de recherche, mes intérêts comme historien sont allés dans deux directions principales. D'une part, j'ai voulu comprendre les grandes forces qui ont façonné l'histoire du Québec à l'intérieur du Canada, on n'y échappe pas, euh, en particulier à l'époque contemporaine, donc au 19e et au 20e siècle. Et j'ai donc rédigé un certain nombre de travaux de synthèse dans ce domaine-là, notamment le petit Que sais-je, Histoire du Canada, qui aura très bientôt une 8e édition qui doit paraître vers le printemps 2023. D'autre part, mes recherches plus pointues ont porté sur le phénomène urbain, sur l'histoire urbaine du Québec et du Canada, dans toutes ces dimensions, les dimensions spatiales, démographiques, économiques, sociales, culturelles, politiques, etc. Et évidemment, l'objet principal de mes recherches dans ce cadre-là, ça a été l'histoire de Montréal, de la ville de Montréal, de l'agglomération de Montréal, mais toujours dans un intérêt pour une perspective comparative. Alors, j'ai eu des projets comparatifs avec des collègues français, avec des collègues catalans, avec des collègues bruxellois aussi. Et donc, c'est une dimension importante et en travaillant sur le milieu urbain, inévitablement, j'ai eu à traiter de l'immigration, qui est un facteur fondamental dans la croissance des villes, et en particulier à Montréal, qui est le point principal d'arrivée des immigrants au Québec et un des principaux points d'arrivée au Canada après Toronto et Vancouver. Alors, ça m'a amené depuis de nombreuses années à m'intéresser à ce champ spécifique de l'histoire de l'immigration. Et donc, j'ai publié dans tous ces domaines-là plusieurs livres sur Montréal, sur des articles sur l'immigration aussi, et y compris sur l'immigration française à laquelle je me suis particulièrement intéressé. Territoire canadien
était peuplée depuis des millénaires par les ancêtres des Autochtones d'aujourd'hui. Donc, le territoire n'a pas été créé, habité, humanisé, d'abord par des Européens, mais bien par des Autochtones pendant des millénaires. L'histoire de la colonisation européenne, comme dans tout le reste des Amériques, donc elle commence chez nous au 16e siècle, quand Jacques Cartier vient euh, explorer le territoire, en prendre possession au nom de la France, évidemment sans demander l'avis des Autochtones. Mais surtout, ça démarre en 1608 avec la fondation de Québec par Samuel de Champlain. Québec est d'abord un tout petit poste de traite des fourrures, mais qui va être le point de départ d'une implantation d'une population permanente qui va se sédentariser, qui va pratiquer l'agriculture et qui va donner naissance à la population québécoise d'aujourd'hui. Alors, cette Nouvelle-France, elle a une durée relativement brève entre la fondation de Québec et la conquête par les Britanniques. Ben, il se déroule à peu près un siècle et demi, là. Et à ce moment-là, au moment où les Britanniques s'emparent du Canada, bien, la population d'origine française ne dépasse pas tellement les 70 000. Alors, c'est assez peu comparé à la population au moins plus de 10 fois plus considérable dans les colonies euh, américaines de la Grande-Bretagne, là, qui sont le long de la côte atlantique. Alors, le poids relatif est bien différent. Et c'est sûr que c'est un facteur qui a contribué à la perte de la Nouvelle-France, bien que la France aurait eu les moyens de conserver la Nouvelle-France si elle avait vraiment voulu y mettre les investissements militaires et les investissements maritimes, là. Mais elle en a fait, mais sûrement pas assez pour conserver ce territoire, que finalement la France a cédé définitivement à l'Angleterre en 1763. Alors, dans notre histoire, ce moment clé qui s'appelle la conquête britannique, ou tout simplement la conquête, est un référent fondamental pour les Québécois. Hein. C'est un changement d'empire, mais c'est aussi plus que ça. Ça a signifié pendant longtemps que les Québécois ont été relégués à un second rang dans cette colonie devenue britannique où les privilèges allaient beaucoup plus aux colons d'origine britannique qui s'installaient ici. Alors, après 1760, donc, s'amorce une période coloniale britannique. On est toujours dans un régime colonial, mais comme l'immigration est lente à démarrer et que la population francophone continue à augmenter par accroissement naturel, les autorités britanniques se rendent bien compte que ça ne sera pas possible de les assimiler
comme on le pensait au début, de les convertir au protestantisme et à l'anglais. Et donc, très tôt, dès 1774, le gouvernement de Londres est obligé de reconnaître cette spécificité dans le Québec Act, l'acte de Québec, qui est un peu l'acte fondateur de la reconnaissance d'une spécificité franco-catholique sur les rives du Saint-Laurent. C'est à la veille de la Révolution américaine et après la Révolution américaine, là, les Britanniques vont attirer dans leur colonie des, des colons, des nouveaux États-Unis qui avaient défendu la Grande-Bretagne et qui deviennent un peu des personnages non acceptés dans le nouveau pays et qui donc s'en viennent dans les colonies britanniques du Nord. On les appelle les loyalistes. Mais dans le fond, la Grande-Bretagne les établit un peu à l'écart des francophones. Elle les établit dans les colonies de l'Atlantique, la Nouvelle-Écosse, puis il y aura ensuite le Nouveau-Brunswick, et puis dans ce qui va devenir la province de l'Ontario, qui fait toujours partie du Québec à ce moment-là, mais c'est vraiment un territoire qui va se distinguer et qu'on va séparer en 1791 en deux colonies, une qu'on va appeler le Haut-Canada, qui correspond un peu au sud de l'Ontario actuel, et le Bas-Canada, qui va correspondre au sud du Québec actuel. Et les tensions à l'intérieur du Bas-Canada sont très vives parce que les Britanniques sont une minorité, les Canadiens, comme ils s'appellent à l'époque, qu'on va plus tard appeler des Canadiens français, ben, ils sont majoritaires et ils acceptent mal avec le début des institutions parlementaires à partir de 1791. Ils vont accepter de plus en plus mal la mainmise des anglophones sur le système politique, c'est-à-dire que au-dessus de l'Assemblée des députés, il y a un conseil législatif nommé par Londres et qui est favorable au gouvernement de Londres beaucoup plus qu'aux députés francophones, et un exécutif aussi qui est entièrement contrôlé par Londres. Donc, les francophones vont se rebeller contre ce système, vont réclamer plus d'autonomie, sont inspirés par la République américaine qui est tout à côté. Et ça donne lieu à des rébellions ouvertes en 1837-38 que la Grande-Bretagne va écraser militairement. Et là, on va imposer au Bas-Canada une union forcée avec le Haut-Canada pour créer un pays dans lequel les anglophones deviendraient majoritaires. Ils restent minoritaires au Québec, mais ils sont la quasi-totalité de la population en Ontario, et donc on crée ce pays unifié, mais qui s'avère très difficile à gouverner. Il y a constamment des tensions entre les deux régions, mais aussi entre des groupes plus conservateurs et d'autres plus radicaux. On commence à se rendre compte qu'une solution, on l'avait déjà
pendant le régime de l'Union, on avait commencé à créer des institutions propres à chaque section du pays. Par exemple, en éducation, il y avait un ministre de l'Éducation pour la partie est du Canada, puis un autre pour la partie ouest, parce que c'était les différences entre les deux groupes étaient trop importantes. Et donc, la réflexion amène les gens à se dire que la solution aux tensions serait un régime de fédéralisme où, si on veut, chacune des parties aurait le contrôle sur des domaines comme l'éducation, les services sociaux, le droit civil, alors que la partie centrale s'occuperait plus de développement économique, de défense et d'enjeux comme ceux-là. Donc, on se dirige vers ça dans les années 60, mais le gouvernement britannique voudrait que la fédération s'étende aussi à ses colonies de l'Atlantique, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et même Terre-Neuve, si possible. Et finalement, il y a 2 des colonies de l'Atlantique qui acceptent de participer au jeu, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, de sorte qu'en 1867, on a un pays fédéral qui naît, qui s'appelle le Canada, qui reprend le nom de l'ancienne colonie, l'ancienne province du Canada qui regroupait Québec et Ontario. Donc, on étend le nom au nouvel ensemble. Puis, on a 4 provinces. Et puis, très rapidement, après 1867, de nouvelles provinces vont s'ajouter. L'île du Prince-Édouard en 1874. On va créer la province du Manitoba à la suite de la révolte des Métis en 1870. Et puis, dès l'année suivante, on s'entend avec la très lointaine Colombie-Britannique pour créer une autre, pour que ça devienne aussi une autre province du Canada. Et entre la Colombie-Britannique et l'Ontario et le Manitoba, il y a un immense territoire qui s'appelle le territoire du Nord-Ouest, qui est depuis longtemps géré par la compagnie de la baie d'Hudson, une compagnie de fourrure. Et donc, le gouvernement canadien va racheter ce territoire-là et va en faire un territoire fédéral dans lequel, éventuellement, de nouvelles provinces seront découpées au début du 20e siècle. Mais donc, tout ça se passe en l'espace de quelques années, entre 1867 et 1874. Le Canada qui allait de l'Atlantique jusqu'au milieu du continent, si on veut. Là, il va de l'Atlantique au Pacifique. On a considérablement augmenté le territoire. Disons que si on fait l'histoire de l'immigration au Canada, on peut dire qu'il y a 4 grandes étapes. La première, c'est celle de la Nouvelle-France, marquée essentiellement par une immigration française. Puis ensuite, pendant plus d'1 siècle, on a essentiellement une immigration en provenance des îles britanniques. D'abord, surtout des Écossais, auxquels s'ajoute une immigration massive venant d'Irlande à partir surtout des années 1830. Puis ensuite, vers le milieu du 19e, ça devient beaucoup plus une immigration anglaise, faite d'ouvriers
pendant longtemps, ce sont des agriculteurs qui sont déplacés, paupérisés dans leur pays et qui viennent recommencer leur vie au Canada. Quand on avance dans le 19e siècle, on voit de plus en plus d'ouvriers anglais, écossais qui viennent travailler dans les usines canadiennes. Et le même phénomène se passe aux États-Unis à la même époque aussi. Donc, on passe d'une colonisation qui est d'abord agricole à une colonisation qui est, si on veut, plus liée à l'industrie manufacturière, à l'urbanisation. Donc, il y a cette immense vague britannique. Et vers la fin du 19e, là, on voit s'amorcer une troisième phase qui est l'immigration en provenance de l'Europe continentale. Le groupe le plus nombreux, c'est celui constitué des immigrants juifs d'Europe de l'Est, mais il vient aussi beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens, des gens d'un peu partout en Europe. Et il y a d'ailleurs, à cette époque-là, au Québec en particulier, mais ailleurs au Canada aussi, une reprise de l'immigration française qui, qui avait cessé pendant à peu près un siècle après la conquête britannique, mais qui reprend donc à partir des années 1870, mais surtout au début du 20e siècle. Parce que là, au début du 20e siècle, il y a un nouveau contexte absolument fondamental pour le Canada, c'est que les grands territoires des prairies de l'Ouest, qui jusque-là avaient peu attiré de colons, les colons agriculteurs s'étaient plus dirigés vers l'Ouest et le Midwest américain que vers le Canada. Ben, au début du 20e siècle, ça devient ce qu'on appelle en anglais le last best West, le dernier Ouest accessible à bon marché, où on offre des terres gratuites aux colons. Et le gouvernement canadien va avoir une politique de peuplement systématique de la prairie canadienne par des colons européens, au détriment évidemment des Autochtones qu'on a parqués dans des réserves. Donc, il y a une poussée d'immigration rurale là, au début du 20e siècle, mais en même temps que dans l'Est du Canada, à Montréal, à Toronto et dans beaucoup d'autres villes, il y a une forte demande de main-d'œuvre pour l'urbanisation, l'industrialisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'une partie de cette immigration, par exemple, l'immigration juive d'Europe de l'Est ou l'immigration italienne, ne vont pas tellement dans l'Ouest, dans la colonisation agricole, mais beaucoup plus dans les milieux urbains. Et c'est le cas au Québec en particulier. Mais on peut dire que cette immigration fondamentalement européenne se poursuit jusqu'aux années 1960, avec des hauts et des bas. Pendant la Première Guerre mondiale, le flux est interrompu. Il reprend dans les années 20, mais avec l'arrivée de la Grande Dépression en 1930, le gouvernement canadien ferme les portes complètement. Et donc, il y a très, très peu d'immigration. Et il faut attendre, dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on ait une reprise. Et là, en Europe, l'Europe est dévastée à ce moment-là. Elle est en reconstruction. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été déplacés par la guerre. Il y a une main-d'œuvre abondante disponible en Europe et qui est prête à venir au Canada. Et donc,
il y a une grande vague. Pour le Québec seulement, dans la période de l'après-guerre, là, entre, disons, 1946 et 1965 à peu près, 98% des immigrants sont de souche européenne. C'est très, très concentré. Et le gouvernement canadien veut que ça soit comme ça. Il a depuis longtemps des politiques d'exclusion à l'endroit des Chinois, des Japonais, des Asiatiques en général. Et même encore après la Deuxième Guerre mondiale, le premier ministre du Canada dit on veut recommencer à accepter des immigrants, mais on ne veut pas que ça modifie la composition du pays. Donc, autrement dit, on privilégie les Britanniques, les Français, les Européens de l'Ouest sur tout autre groupe, disons, dans la politique officielle. Mais, donc, il y a quand même des vagues importantes à ce moment-là. Là, je l'ai étudié plus pour le Québec, mais ça joue aussi ailleurs au Canada. Dans les années d'après-guerre, il y a une poussée extrêmement importante d'immigration italienne venue du sud de l'Italie, du Mezzogiorno, et ensuite de la Grèce aussi, où il y a des guerres civiles en Grèce, donc il y a une forte poussée d'immigration grecque. Et finalement, vers la fin des années 50 et au début des années 60, une forte immigration portugaise aussi qui arrive au Québec. Mais c'est sûr que la création du bloc de l'Est, du rideau de fer, empêche les gens d'Europe de l'Est, comme les Ukrainiens qui étaient venus nombreux à une autre époque, les Polonais, les empêche de venir. Il y en a qui viennent après la guerre, mais après ça, le rideau est fermé, si on veut, et ça va s'ouvrir plus tard à la fin du 20e siècle. Donc, on a une troisième phase qui est vraiment dominée par l'immigration de souche européenne, dans laquelle la composante britannique reste présente, mais ça n'est plus seulement britannique, c'est de toute l'Europe continentale. Et les choses changent complètement au cours des années 1960. D'abord parce que en Europe, la situation a beaucoup changé. Il y a eu les 30 glorieuses et la condition de vie des Européens s'est nettement améliorée entre, disons, 1945 et 1965. La prospérité est revenue en Europe. Donc, les surplus de main-d'œuvre dans les campagnes éloignées, il en reste de moins en moins en Europe. Hein? Et le Canada a besoin de main-d'œuvre et manifestement, l'Europe ne sera plus suffisante pour répondre aux besoins de main-d'œuvre future. Donc, on voit une transformation de la politique qui jusque-là était très européocentriste, s'ouvrir sur le monde. Et désormais, le critère d'admission premier n'est plus l'origine des gens, le lieu de naissance, c'était fondamental avant. Désormais, ça va être la capacité
de répondre aux besoins du marché du travail canadien. Et ça coïncide avec une révolution technologique fondamentale. J'avais oublié de mentionner la précédente, l'expansion de l'immigration en provenance du continent américain, européen, pardon, c'était lié au développement de la navigation à vapeur et la création de grandes lignes de navigation qui pouvaient transporter sur des navires des milliers d'immigrants. Et à la fin des années 60, il y a une révolution technologique aussi fondamentale, c'est l'arrivée de l'avion à réaction. Jusque-là, les immigrants arrivant au Canada arrivaient essentiellement par bateau, ce qui expliquait aussi que c'était compliqué de venir de l'Afrique jusqu'au Canada ou de l'Asie jusqu'au Canada, compte tenu des lignes maritimes. Mais là, avec le développement de l'avion à réaction, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit dans le monde qui est éloigné de plus de 24 ou 48 heures du Canada. Et donc ça va être un facteur déterminant. Là. Après 68, 70, les immigrants arrivent massivement par avion. Donc, ça amorce autour de 1970, disons, cette quatrième grande phase dans l'histoire de l'immigration au Canada en général et au Québec plus spécifiquement, qui est une phase d'immigration carrément mondiale, internationalisée, qui amène des gens de toutes les régions du monde à s'établir au Canada. Et pendant toute cette période-là, le Canada reste un pays demandeur d'immigrants pour des raisons de main-d'œuvre, de développement économique. Il y a évidemment des périodes où on resserre un peu plus quand le chômage est plus élevé, mais globalement, la situation du Canada est que l'immigration est perçue par les autorités, pas nécessairement par toute la population, mais en tout cas par les autorités comme un élément positif qu'il faut développer. Et dans ce sens-là, ben, le Canada se distingue de plusieurs pays du monde qui ont tendance à restreindre l'immigration. Il y a toujours des enjeux d'intégration dans tous les mouvements migratoires. Hein? Et ces enjeux, pendant longtemps, bon, ils sont en partie résolus parce que le gouvernement choisit d'exclure les gens trop différents. Hein? Les Asiatiques, par exemple, on a carrément une politique d'exclusion, comme les États-Unis, comme l'Australie. Donc, on veut des gens, l'idée, c'est qu'ils puissent s'adapter à la société canadienne, donc venir dans le fond, avoir un bagage, si on veut, judéo-chrétien sur le plan culturel, si on veut. C'est un peu ces gens-là qu'on recherche. Donc, les problèmes d'intégration sont moins grands à ce moment-là, bien qu'il y a des tensions autour de l'immigration juive, par exemple, au moment où l'antisémitisme
sévi partout dans le monde dans les premières décennies du 20e siècle. C'est sûr qu'il y en a aussi au Canada de l'antisémitisme. Les gouvernements, très tôt, le gouvernement canadien est actif pour une politique de recrutement d'immigrants à l'étranger, subventionne les compagnies qui font venir des immigrants, mais une fois qu'ils sont arrivés au pays, on s'occupe très peu d'eux. Hein. L'État, les structures de l'État sont peu développées, c'est avant l'État-providence. Et donc, tout repose sur les communautés, sur les églises, et la stratégie favorise le communautarisme d'une certaine façon, de sorte que les petites communautés immigrantes deviennent des communautés ethnoculturelles parce qu'il y a des enfants qui naissent au Canada qui n'ont jamais connu le pays ancestral et qui donc vont se canadianiser par l'école en particulier. Si on veut, il y a comme une décentralisation de l'intégration des immigrants. Et même s'il y a des manifestations de racisme parfois, ben, les communautés protègent les immigrants, le fait de vivre entre soi. Souvent dans les villes, on a de véritables quartiers ethniques où les gens ont leurs propres institutions, leurs propres sociétés de charité, leurs temples, etc., etc. Ça permet aux communautés de se développer, de s'épanouir. Mais ça a pour effet, à partir des années 1960, au moment où on a de grands débats entre le Québec et le reste du Canada autour de notions comme le bilinguisme et le biculturalisme. Là, il y a des communautés maintenant bien organisées, comme celle des Ukrainiens, des Italiens, des Juifs, qui commencent à dire, écoutez, nous, ça nous exclut l'idée de biculturalisme, nous sommes là, nous faisons aussi partie de la société canadienne. Et c'est là que se développe le concept de multiculturalisme que le gouvernement canadien va adopter assez rapidement. Au début des années 70, il va en faire une politique d'État, une politique de reconnaissance de la diversité. Donc, la richesse du Canada ne vient pas de son unicité, elle vient de sa diversité. Il y a une divergence très nette qui apparaît entre le Québec et le reste du Canada. Parce que l'intégration, même si le multiculturalisme, même s'il reconnaissait la légitimité des langues ancestrales, dans les faits, il conduisait à l'anglicisation des immigrants par l'école, puisque à l'école, on avait des classes en anglais ou en français selon les endroits, mais en général, au Canada, c'était en anglais. Et au Québec même, là, ça posait un problème particulier parce que ces immigrants
surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on le voit, ont tendance à angliciser leurs enfants, à envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises. Et là, il y a une prise de conscience chez les francophones du Québec qu'à long terme, l'immigration peut entraîner la minorisation des Canadiens français. On s'en rend compte en particulier quand, avec la grande vague d'immigration italienne de l'après-guerre, jusque-là, les immigrants italiens du début du 20e siècle s'étaient plutôt mêlés aux Canadiens français, avaient appris le français. Mais ceux qui arrivent dans l'après-guerre sont tellement nombreux, les écoles françaises sont souvent débordées, on les envoie en grand nombre dans des écoles anglaises. Et là, c'est un choc parce que l'italien, c'est une langue latine. Il n'y a pas nécessairement un obstacle pour apprendre le français. Donc, il y a une prise de conscience qui surgit plus ouvertement dans les années 60 et qui va avec l'émergence d'un nouveau nationalisme québécois. Ça va conduire à l'idée qu'il faut qu'au Québec, le français soit la langue prioritaire, la langue enseignée à tous les enfants, alors que jusque-là et depuis avant la Confédération, on avait une division, on avait des écoles françaises, des écoles anglaises qui avaient chacune une certaine autonomie les unes par rapport aux autres. Donc, il y a une volonté à partir des années 60 d'affirmer le fait que le Québec est un territoire de langue française, que la langue prioritaire au Québec doit être le français. Il va y avoir ce qu'on a appelé les batailles linguistiques qui vont aboutir en 1977 à l'adoption de la charte de la langue française. Et à partir de ce moment-là, tous les résidents du Québec, sauf ceux qui sont d'origine ancestrale anglophone, tous les autres devront aller à l'école française. Immigrants comme résidents, si ça voulait dire interdire aux Canadiens français de s'angliciser, d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. C'était une mesure de protection de la langue française. Ce combat linguistique a comme eu pour effet au Québec de laisser en arrière-plan la question du multiculturalisme, qu'on voyait comme une stratégie fédérale pour limiter l'affirmation nationale des francophones. Mais veut pas, les francophones du Québec ont dû se rendre compte de la réalité, de la nouvelle diversité de l'immigration. Mais on a comme développé un discours différent de celui du multiculturalisme, un discours et une stratégie qu'on a appelé l'interculturalisme, qui implique la reconnaissance de la primauté du français en retour d'une reconnaissance de la diversité, de l'aide aux langues ancestrales, de l'appui aux différentes communautés. On a comme proposé un pacte, si on veut, qui est de dire
si vous choisissez de vivre au Québec, vous acceptez le fait français et vous acceptez la primauté du français. Pour le reste, l'interculturalisme québécois n'est pas tellement différent du multiculturalisme canadien en termes de reconnaissance de la diversité, de l'apport de cette diversité. Mais on y ajoute une forte obligation linguistique. Hein? Évidemment, derrière la langue, il y a aussi une certaine culture québécoise qui est liée à la langue et qu'on veut aussi voir comme le pôle fédérateur, si on veut, de cette société. Et ça aussi, ça donne lieu à beaucoup de débats qui vont se poursuivre au début du 21e siècle, par exemple, autour des signes religieux ostentatoires, comme la kippa, comme le hijab, comme le poignard cérémonial des Sikhs, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, il y a des débats de société importants qui vont se dérouler dans les premières décennies du 21e siècle. Il n'y a pas unanimité dans la population, mais il y a quand même une majorité qui veut, qui réussit à imposer une limite aux signes religieux ostentatoires. Et le gouvernement en poste actuellement à Québec a fait adopter une loi pour interdire ces signes religieux chez un certain nombre de fonctionnaires, les enseignants, les policiers, les juges, par exemple. Ça n'est pas interdit dans l'espace public, mais c'est interdit dans certaines fonctions. Parce que dans les faits, ailleurs au Canada, tous les immigrants s'intègrent à l'anglais comme langue commune, comme langue de communication, même si les langues ancestrales sont conservées souvent. L'anglais devient la langue de communication. L'enjeu de la laïcité est utilisé au Québec, où le thème de la laïcité, qui était un thème à peu près absent des débats publics avant le début du 21e siècle, ben, il a pris une ampleur nouvelle là, depuis 2 décennies. Oui, très, très important. Il y a comme trois phénomènes dans l'immigration au Canada qui sont liés aux politiques d'immigration. Il y a le phénomène il y a d'abord l'immigration régulière, si on veut, où un candidat à l'immigration dépose un dossier, puis s'il est accepté, il est autorisé à s'établir, devient résident permanent. C'est ce qu'on appelle parfois l'immigration économique. Mais il y a un deuxième volet qui historiquement là, est assez important depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est le volet réunification des familles. C'est-à-dire qu'une fois qu'un immigrant est installé au Canada, il a le droit de faire venir certains parents, un nombre limité de parents, qui à leur tour peuvent faire venir d'autres parents. Alors, ça crée des chaînes migratoires extrêmement fortes chez plusieurs groupes à l'intérieur du Canada. Et troisièmement, il y a une composante plus volatile qui est celle des réfugiés.
Alors, pendant longtemps, le Canada était un peu à l'abri ou isolé des réfugiés parce que il fallait venir en bateau de très loin, pas sur un petit esquif. Il fallait traverser l'Atlantique ou le Pacifique. Puis ensuite, il fallait venir en avion. Et donc, c'était facile aux aéroports de contrôler l'entrée. Mais il y a quand même, depuis plusieurs décennies, là, un mouvement régulier de demandeurs d'asile, de réfugiés qui arrivent par avion de plusieurs pays du monde. Là, le gouvernement a pris des mesures pour essayer d'en éliminer au point de départ en contrôlant les passeports, tout ça. Mais il y en a beaucoup. Et là, il y a un nouveau phénomène qui était à peu près inexistant jusqu'à maintenant, qui est l'arrivée de réfugiés par la voie terrestre, par les États-Unis. Alors, c'est le même type de réfugiés qui arrivent aux États-Unis par le sud et qui remontent tout le territoire américain pour arriver jusqu'au Canada. Alors, des Haïtiens, des Vénézuéliens, des Latino-Américains en général, même des Africains qui passent par l'Amérique du Sud pour remonter. Ça, c'est un nouveau phénomène qui a pris une ampleur considérable depuis 2 ou 3 ans et que le gouvernement canadien essaie de mieux contrôler avec des ententes avec le gouvernement américain pour limiter le flux d'immigrants. Mais l'an dernier, c'est au moins 40 000 immigrants irréguliers qui sont arrivés comme ça et qui demandent le statut de réfugié. Ça s'apparente beaucoup à l'immigration qui se dirige vers l'Europe à travers la Méditerranée. C'est du même type. C'est une immigration économique, une immigration de misère souvent, qui est pas principalement, disons, des réfugiés politiques. Hein. Il y en a qui fuient la violence dans certains pays latino-américains, par exemple, la violence politique qui est réelle. Mais il y a beaucoup d'immigrants économiques là-dedans ou d'immigrants climatiques. Là, ça va être de plus en plus fréquent à l'avenir. Et donc, ça, c'est une nouvelle réalité. C'est difficile d'en prendre la mesure parce que c'est tout récent. C'est difficile de voir là, ce qui va arriver de ce côté-là, mais tout récemment, les gouvernements canadiens et américains ont annoncé une entente pour limiter le nombre de réfugiés à 15 000. Je serais étonné qu'on parvienne à fermer complètement la frontière. C'est une immense frontière sur des milliers de kilomètres entre le Canada et les États-Unis. Donc, comme les Américains ne parviennent pas à fermer leur propre frontière du Sud, ben, le Canada non plus n'y parviendra probablement pas. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'établir pour chaque année des nombres maximum d'immigrants qui vont être admis, parce que c'est clair qu'on ne peut pas admettre tous les immigrants qui aimeraient venir au Canada. Il n'y aura pas assez de logements, d'emplois pour tout le monde. Donc, le gouvernement veut que ça se fasse de façon ordonnée
et ils souhaitent privilégier l'immigration régulière où les gens sont admis en fonction de leur emploi, de leurs compétences, de leur formation. Et c'est sûr que le Canada cherche à attirer les cerveaux d'un peu partout dans le monde. Alors, on a par exemple des programmes pour les étudiants étrangers, notamment les Français qui sont très nombreux à venir étudier au Québec et qui, après leurs études, peuvent choisir de rester au pays un certain temps et faire une demande d'immigration. Mais ça s'applique aussi aux élites africaines qui viennent étudier, par exemple, les pays francophones d'Afrique envoient des jeunes étudier dans les universités québécoises. Et il y en a plusieurs qui ne retournent pas dans leur pays, qui choisissent de s'établir au Canada. Alors, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là qui existe. Faut bien reconnaître, c'est que le Canada, comme d'autres pays développés, va recruter à l'étranger les meilleurs éléments de la main-d'œuvre, ou il cherche à le faire.